bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par une introduction très globale de ce que c'est que le revenu de base. Évidemment, il y a plein de choses que je ne peux pas voir. J'espère qu'on va peut-être en discuter dans le débat après. Puis après, je vais essayer d'expliquer moi quelle est ma vision du revenu de base, pourquoi je suis arrivé là. Très vite. Donc, on va commencer par une introduction très rapide. Qu'est-ce que c'est que le revenu de base? C'est la définition sur laquelle on s'est mis d'accord, tous ceux qui ont créé cette association pour le revenu de base. Donc je vais la réciter. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnable, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur une base individuelle, sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie, et dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Bon, alors déjà, le revenu de base, j'ai oublié de dire qu'il y a beaucoup d'autres petits noms. Ça s'appelle aussi allocation universelle, revenu social garanti, revenu universel, dividende universel. Attention, dès lors que vous entendez parler de salaire, c'est plus du revenu de base. Il n'y a pas de salaire de base, salaire de vie c'est totalement autre chose, et on n'est pas du tout là-dessus. Donc le revenu de base n'est pas un salaire. Alors je reviens sur notre définition. Le revenu de base est un droit inaliénable et inconditionnel. Okay. Alors c'est un droit au même titre que par exemple le droit à l'éducation. Alors, il est inconditionnel, autrement dit, on n'exige aucune contrepartie d'échange, donc vous n'avez pas besoin de prouver que vous faites aucune démarche pour travailler, pour chercher de l'emploi, etc. On ne vous demande rien, vous le touchez, quel que soit ce que vous fassiez. Il est universel ou cumulable avec d'autres revenus, c'est-à-dire que le touchera celui qui ne travaille pas, qui n'a aucun revenu, enfin, qui n'a pas de salaire, pas d'emploi, tout comme Liliane Bettencourt ou toute autre personne qui a un gros revenu. Toute personne le touchera et pourra le cumuler avec ses autres revenus, salaires, etc. Distribué par une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort, d'accord, sur une base individuelle. Alors ça c'est important. On ne perçoit pas, contrairement au RSA qu'on perçoit en fonction de son ménage, etc. Le revenu universel, le revenu de base, est totalement individuel. C'est chaque personne qui le reçoit. Sans contrôle de ressources, contrairement au RSA où pour toucher, il faut prouver qu'on a... Non, là, le revenu de base, tout le monde le touche. Donc il n'y a aucune démarche à faire pour le toucher. Et enfin, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Alors pourquoi on a choisi cette petite phrase? Parce que dans notre mouvement, il y a des gens qui défendent un revenu de base qui sont relativement modestes au niveau du RSA actuel, et d'autres qui pensent que le revenu de base doit être suffisant pour vivre. Alors, il faut savoir ce que c'est que cette définition, mais en gros qu'il soit relativement conséquent, il y en a qui parlent de 1000 euros, etc., conséquent pour pouvoir vivre sans avoir besoin de vendre son travail. Alors évidemment, ce sujet fait débat entre nous, et c'est pour ça qu'on a choisi la petite phrase dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. En gros, c'est le débat démocratique qui va décider du montant. Alors moi je vais commencer justement par l'idée du revenu de base suffisant pour vivre, je vais commencer par l'utopie, pour essayer de voir un peu pourquoi réfléchir comme ça, et après Marc présentera plutôt une proposition de financement d'un revenu de base, pas tout à fait suffisant pour vivre, mais après ça se discutera. Alors, commençons par les justifications. Évidemment il faut un petit peu de justification pour parler du revenu de base, donc lesquelles sont-elles? Donc d'abord, commencer par dire que le revenu de base est un droit et non pas de la charité, et même pour certains ce n'est pas de la solidarité, mais c'est vraiment un droit de tous, au même titre que l'éducation nationale. Il y a deux logiques que je vais brosser très rapidement. La première logique, c'est l'idée selon laquelle on est tous propriétaires collectivement d'un certain nombre de biens communs et qui ne peuvent être légitimement appropriés par une minorité. Et pourtant, une minorité parvient à tirer une rente de ces biens communs. Alors, parmi ces biens communs, il y a la terre, il y a le fameux texte de John Rawls. Locke. C'est pas Locke, c'est pas Rawls, c'est Thomas Paine qui dit que la terre ne saurait appartenir à personne et pourtant elle appartient à quelques-uns. Donc il faudrait que la rente issue de cette terre, plus ou moins, soit redistribuée au plus grand nombre sous forme d'éducation universelle. Ça date du XVIIIe siècle. On peut appliquer le même raisonnement au pétrole, et d'ailleurs ça a été appliqué dans des pays comme, dans un état comme l'Alaska, et récemment dans un pays comme l'Iran. On peut appliquer, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est la même logique au CO2. On peut appliquer cette même logique à la connaissance. La connaissance permet à certaines grosses entreprises
de tirer une rente alors que la connaissance est connue par tous et bien sûr de la personne. Et on peut appliquer cette logique aussi à la monnaie, alors je n'ai pas le temps d'en développer, j'ai peut-être une petite phrase là-dessus. Donc première logique en revenu de base, c'est de dire qu'on est tous propriétaires collectivement d'un certain nombre de biens communs. La deuxième logique, c'est l'idée qu'on contribue, qu'il est difficile de dire que le salaire ne rétribue pas parfaitement la contribution de chacun à la production, et qu'il est difficile de dire, bah, toi tu contribues de temps à la production, toi de temps, toi de temps, et finalement on contribue tous un peu à la production de richesse collective. Donc là, le revenu de base est, non pas la contribution collective, mais la rétribution collective à ce que nous produisons tous collectivement et plus ou moins gratuitement. Enfin, tout ce dont on ne peut pas vraiment évaluer la production. Alors je vais pas pouvoir développer là-dessus, je vais passer tout de suite à la suite. Très rapidement, les propositions de financement du revenu de base. Alors, une proposition, c'est évidemment de le financer par l'impôt sur le revenu ou éventuellement par la TVA. Marc va développer une proposition d'impôt sur le revenu. Une autre proposition, ce serait que ce soit la redistribution de toutes les rentes issues soit des ressources naturelles, soit des taxes écologiques. Donc par exemple, redistribution de la rente pétrolière comme ça se fait en Alaska et en Iran, ou alors la taxe carbone lorsqu'elle aura lieu, on peut très bien la redistribuer sous forme d'euro universel. C'était un peu l'idée du chèque vert qui est souvent développée lorsqu'on parle de taxe carbone. Et la troisième logique, c'est l'idée que le revenu de base soit financé par création monétaire. Alors la création monétaire, c'est quelque chose d'assez compliqué. Aujourd'hui, on peut dire plus ou moins que ce sont les banques qui ont le monopole de la création monétaire, même si la banque centrale arrive plus ou moins à réguler tout ça. Mais en gros, la monnaie est créée par les banques dès lors qu'elles font un crédit. Et on pourrait dire qu'au lieu que ce soit uniquement les banques qui créent la monnaie, avec la façon de distribuer les crédits qui est assez, qui est discutable, eh ben, pourquoi ne pas dire qu'une partie de la création monétaire soit faite en distribuant directement la monnaie aux individus. Donc là, c'est l'idée du revenu de base par création monétaire. Là encore, je n'ai pas besoin le temps de développer là. J'en viens tout de suite à mon sujet, à ce que je voulais. Voilà, ça c'est mon sujet que je vais avoir traité dans les 10 minutes, 15 minutes qui me restent. Donc, un revenu de base suffisant pour vivre, un outil pour changer de direction, pour permettre au système économique d'aller dans une autre direction. Alors, quelle est la direction actuellement prise par le système économique? Alors, en gros, l'idée, c'est que notre système économique est dicté par l'impératif de croissance. On est toujours guidé par la croissance et la croissance du PIB. Qu'est-ce que c'est que la croissance du PIB? Alors, le PIB, déjà, ça mesure quoi? Ça mesure l'ensemble de la production monétisée sur une année, à savoir la production marchande d'une part, et aussi la production publique, la production par l'État. Donc la question, c'est pas seulement qu'est-ce que mesure le PIB, mais aussi que ne mesure pas le PIB. Le PIB ne mesure pas toutes les activités qui ne sont pas monétisées. Donc toutes les activités totalement bénévoles, non rémunérées, etc. Toute la richesse gratuite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette richesse gratuite? Alors il y a d'abord tout le travail domestique, tout ce qu'on fait pour sa famille, faire son ménage plutôt qu'embaucher une femme de ménage, faire sa nourriture plutôt qu'acheter un plat préparé ou aller au restaurant, faire son petit jardin au lieu d'acheter les légumes, s'occuper de ses enfants, Bon, ça c'est les activités domestiques. Des fois c'est bien de pouvoir faire appel au marché pour ces activités, parce que des fois c'est aussi un peu compliqué d'avoir à le faire soi-même. Mais c'est aussi toutes les activités qui créent de la richesse sociale, qui créent du lien social. Donc toutes les activités associatives, toutes les activités culturelles, tout ce qui est entretien de l'espace collectif, tout ce qui est activité démocratique, tout ce qui est fête de quartier, tout ce qui est travail du citoyen, si on peut parler de travail. Et en gros, toutes ces activités-là, évidemment, ne sont pas marchandes, ne peuvent donner lieu à une rémunération, et donc ne sont pas mesurées dans le PIB. Donc, on a un système qui, comme je vais le montrer, est guidé par toujours plus de croissance, et autrement dit, encourage le développement de toutes les activités dont j'ai parlé en premier, les activités marchandes et aussi les activités étatiques, mais laisse peu de place, voire une place moindre en moindre pour toutes ces activités qui créent du lien social. Donc l'une des idées qu'il y aura derrière le revenu universel, évidemment, c'est de développer le deuxième aspect, toutes ces activités non marchandes. Alors, il faut d'abord se poser la question, pourquoi aujourd'hui nous sommes accros à la croissance? Alors, le premier élément, c'est l'entreprise capitaliste qui a évidemment besoin de croissance. Elle a besoin de croissance pour maintenir ses profits. Parce que sans croissance, l'entreprise capitaliste, le système capitaliste ne peut plus maintenir le profit.
Alors, deuxième élément, nous avons besoin de croissance pour lutter contre le chômage. En bref, nous avons besoin d'emploi pour vivre et être connus. Et sans croissance dans un système qui crée des gains de productivité perpétuels, automatise le travail, donc supprime du travail. Autrement dit, on a plusieurs choix. Soit on parvient à réduire le temps de travail, et donc voilà, on fait le choix de réduire le temps de travail pour laisser beaucoup plus d'espace aux activités bénévoles, aux activités non marchandes, etc. Mais finalement, on n'arrive pas à faire collectivement ce choix-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme on ne réduit pas le temps de travail, la société ne parvient pas à réduire le temps de travail, on rationne en réduisant le volume de travail, enfin le volume d'emploi, et donc en mettant des gens au chômage. Autrement dit, dans notre système actuel qui crée perpétuellement des gains de productivité, si on ne veut pas que le chômage augmente, eh ben, il faut que la production augmente. Il faut donc de la croissance économique. C'est bien malheureux, mais le système est fait ainsi. Donc aujourd'hui, on a besoin de croissance économique pour lutter contre le chômage. Et chacun d'entre nous a besoin de travailler, voilà, pour avoir un salaire, pour être reconnu socialement, ce qui fait qu'on est tous plus ou moins complices, mais on est nécessairement complices parce qu'on a besoin de manger, de cette machine de croissance. Troisième élément, l'État aussi a besoin de croissance. Alors, il a d'abord besoin de croissance pour financer sa dépense publique. Il en a besoin d'autant plus qu'aujourd'hui, il pourrait augmenter les prélèvements obligatoires, mais aujourd'hui, la situation politique est telle que c'est politiquement assez mal vu. Et c'est surtout, à l'échelle nationale, il est assez difficile d'augmenter les prélèvements obligatoires, d'autant plus qu'on a une compétition fiscale assez forte entre les pays. Alors quand on aura enfin un budget fédéral européen, peut-être qu'il sera plus facile d'augmenter la dépense publique et les prélèvements obligatoires, mais aujourd'hui, dans le contexte où ce sont des États qui sont en concurrence pour réduire leur impôt, eh ben, augmenter la dépense publique semble assez difficile. Et puis, sans compter qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de dette à rembourser, enfin à rembourser entre guillemets, donc la possibilité pour l'État l'État a besoin de croissance justement pour augmenter ses recettes fiscales. Et enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on continue à avoir de la croissance? C'est le fait qu'il n'y ait pas de réelles contraintes écologiques. Alors là, je parle de taxes carbone par exemple. Mais aussi, évidemment, il n'y a pas de réelle réglementation aujourd'hui pour empêcher toutes les stratégies des grosses entreprises, par exemple d'obsolescence programmée, qui nous conduisent à racheter sans cesse des objets dont on n'a pas forcément besoin, et qui sont prévus pour ne durer qu'un temps et qui fait qu'on a besoin de les remplacer très vite. Des frigos, des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Alors, qu'est-ce que fait le revenu de base dans tout ça? Donc en gros, l'idée, c'est qu'on est dans une logique où de plus en plus, on a besoin de croissance de la production marchande essentiellement, parce que l'État aussi a besoin de la croissance de la production marchande pour financer sa production elle-même. Ce qui fait qu'il y a la place pour les activités non marchandes, ou la place pour l'autonomie du citoyen, la place pour que le citoyen développe ses propres activités est limitée, voire même se réduit. Alors, c'est là que intervient l'idée d'un revenu de base. Et d'un revenu de base suffisant pour vivre. Le revenu de base suffisant pour vivre, il est là justement pour essayer de stopper en partie cette logique. Il est là pour intervenir à quel endroit, parmi les 4 éléments qu'on a là? Il intervient au deuxième endroit. Le revenu de base suffisant pour vivre doit nous permettre de ne plus avoir besoin d'un emploi pour vivre et pour être reconnu. Donc de permettre de développer nous-mêmes nos propres activités, suivant notre choix, et peut-être, on l'espère, développer toutes les activités non marchandes qu'on souhaite voir se développer. Alors, j'en viens à la prochaine diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on avait un revenu de base suffisant pour vivre? Plusieurs possibilités. Alors, peut-être qu'on pourrait développer notre propre activité marchande. Développer notre petite boutique, notre petite activité artisanale, soit seul, soit en coopérative. Peut-être que justement le revenu de base est un bon moyen pour que se développent les coopératives ouvrières. Mais on peut aussi développer tout le... Alors j'ai parlé des logiciels libres parce que justement les gros défenseurs du revenu de base sont souvent des gens qui sont dans les activités de développement des logiciels libres, dans tout ce qu'on appelle l'économie collaborative qui se fait aujourd'hui sur Internet. Avec un revenu de base, il y a une marge, une autonomie beaucoup plus forte
pour que des gens puissent donner du temps au développement de logiciels libres. On sait aujourd'hui que ces logiciels libres créent énormément de richesses et beaucoup de richesses aussi marchandes. Parce qu'il y a des grosses multinationales qui parviennent à s'accaparer la valeur que produit ce travail gratuit de tous ces, de tous ces geeks entre guillemets qui font la richesse sur Internet et qui arrivent à créer la grosse valeur marchande avec tout ça, Google, Facebook, etc. Avec un revenu de base suffisant pour vivre, on pourrait aussi prendre du temps pour se former. Voilà. Suivre une formation, ce serait beaucoup plus facile si on avait un revenu de base suffisant pour vivre. On peut aussi décider de travailler moins pour prendre plus de temps pour sa famille. Et un revenu de base est justement, on peut dire que c'est une stratégie douce pour permettre la réduction volontaire du temps de travail. Alors la stratégie dure, c'était entre guillemets la loi Aubry, de vraiment réduire le temps de travail dans la législation. Je ne dis pas que je suis contre ça, j'étais plutôt favorable, mais aujourd'hui, les marges pour réduire le temps de travail de cette façon sont assez limitées. Donc, avec un revenu de base, chacun peut choisir individuellement de dire bon, je peux réduire mon temps de travail et au moins passer plus de temps avec ma famille ou voire prendre une année sabbatique. Un revenu de base aussi, pourquoi? Pour que puisse, et ce dont je parlais tout à l'heure, pour que chacun puisse s'engager dans des projets associatifs, culturels, vecteurs de cette richesse non marchande dont j'ai parlé. Pour que chacun puisse avoir beaucoup plus de temps pour s'investir dans sa vie de son quartier, de sa ville, plus de temps pour militer. Mais aussi, il faut savoir que certains ne vont rien changer en touchant le revenu de base. Ils vont continuer à travailler tout autant. Et d'autres, au contraire, vont se dire, bon, maintenant je touche le revenu de base, je ne fais plus rien de ma journée et je passe ma journée devant la télé. Oui, c'est possible que certains fassent ce choix-là. Alors, évidemment, quelles sont les critiques qu'on fait lorsqu'on parle d'un revenu de base suffisant pour vivre? On dit tout de suite, mais alors c'est un drame, les gens vont arrêter de travailler, le système économique ne va plus du tout marcher, etc. C'est vraiment un problème. Alors à ça, on peut répondre deux choses. D'une part, sachant qu'on produit beaucoup de choses qui ne servent pas à grand-chose, on pourra très bien vivre en travaillant moins. La preuve, on a 4 millions de chômeurs actuellement, et ça n'empêche pas l'économie de tourner. On trouve, quand on va au magasin, on trouve de quoi manger, quoi. On peut dire aussi autre chose, croire que dès lors qu'il y aura le revenu de base, les gens vont arrêter de travailler tout d'un coup, ils ne vont plus rien foutre, c'est se méprendre sur ce que c'est que le travail. Le travail ne se réduit pas au travail-emploi dont on parle aujourd'hui. Si on pense que le travail, c'est l'unique biais pour créer de la richesse, si on pense que le travail se définit par ceux qui donnent un revenu ou un salaire, et si on pense aussi que il faut que s'il y ait ce revenu, ce salaire, pour que les gens travaillent ou fassent ces activités, évidemment, le revenu de base est une mauvaise idée. Mais il se trouve que, comment appeler le travail quand on sait que, comment ça définir le travail quand on sait que dans une association, certaines personnes vont faire une activité salariée, une activité associative, ils vont le faire contre un salaire, donc là ce sera du travail dans un sens, mais d'autres feront exactement le même travail, mais de façon totalement bénévole. Quand on pense par exemple à ce qui se passe dans les crèches familiales où des parents participent aux crèches familiales de façon bénévole, parce qu'ils y attendent, c'est de la participation bénévole, ils créent de la richesse. Est-ce que c'est un travail? Difficile à dire. Et enfin, qu'est-ce qu'il en sera des tâches que personne ne voudra faire si on touche un revenu de base? Donc par exemple, travailler à la chaîne, voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour ça? Justement, l'idée du revenu de base, c'est que tous ceux qui travaillent à la chaîne aujourd'hui aient un pouvoir beaucoup plus grand pour négocier des salaires plus importants ou des conditions de travail bien meilleures. Donc l'idée du revenu de base, c'est aussi de donner du pouvoir de négociation aux travailleurs pour faire en sorte de rééquilibrer un peu l'échelle des salaires. Donner du pouvoir de négociation aux travailleurs, surtout ceux qui ont le moins de pouvoir, pour avoir une échelle de salaire beaucoup plus juste. Évidemment, il reste certaines limites en revenu de base suffisant pour vivre. La première limite, c'est les contraintes sur la hausse des prélèvements obligatoires, d'une part, et le financement de la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, la dépense publique se finance beaucoup sur la production marchande. Et évidemment, si la production marchande se rétrécit, le problème, c'est qu'on pourra financer moins de dépenses publiques et aussi moins de revenus de base. Donc là, c'est une contrainte qu'on ne peut pas occulter. Donc il y a en gros un revenu de base plafond au-dessus desquels on ne peut pas aller.
parce qu'au-delà duquel la dépense publique sera, nécessairement devra se réduire. Donc il y a cette contrainte-là. Donc, en rappelant une autre chose qui est que, voilà, l'autre élément dont je voulais parler, c'est que dans notre course, dans le fait qu'on est contraint à la croissance aujourd'hui, le revenu de base ne répond qu'au deuxième problème. Nous avons besoin d'un emploi pour vivre et être connu. Mais ça ne répond pas au quatrième problème qui est que ce qui alimente la croissance économique actuelle avec les dégâts écologiques que ça crée, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contraintes écologiques, pas de taxes carbone et pas des autres restrictions dont j'ai pu parler. Donc le revenu de base ne suffit pas pour empêcher la croissance, les dégâts que peuvent créer la croissance économique. Il faut aussi des vraies contraintes écologiques. Alors, tout ça m'amène à la proposition dont on va parler, Marc de Basquiat. Pourquoi déjà un revenu de base moins élevé, un revenu de base à peu près au niveau du RSA actuel, c'est déjà une bonne chose. Alors, est-ce que c'est pas un revenu suffisant pour vivre? Question. Effectivement, un revenu de base à 400 € seul pour vivre à Paris, c'est pas suffisant pour vivre, ça c'est sûr. En revanche, si on est en couple avec 2 enfants, suivant la proposition de Marc de Basquiat, alors je n'ai pas trop mangé sur sa présentation, mais c'est 400 € par personne plus 200 € par enfant, donc c'est 1200 €. Pour vivre à Paris, c'est peut-être un peu compliqué, mais pour vivre dans une petite ville de province, c'est possible. Il suffit en plus que l'un des personnes travaille un peu à mi-temps, et on peut vivre un peu. Alors qu'est-ce que l'on gagne malgré tout avec un revenu de base à 400 € en plus? On gagne le fait qu'on supprime le stigmate sur les gens qui ne travaillent pas, d'une part, et surtout, on supprime tout ce qui est trappe à une activité. Aujourd'hui, quand on est au RSA, alors, d'une part, faire les démarches pour demander le RSA, ça peut être assez stigmatisant, ce qui fait que beaucoup de gens ne font pas du tout les démarches pour l'avoir. Alors, le RSA, il y a le RSA socle, qui est l'équivalent du RMI auparavant, et le RSA chapeau. Un tiers des personnes qui sont éligibles au RSA socle ne le demandent pas aujourd'hui. 2 tiers des personnes qui ont droit au RSA chapeau, le RSA chapeau c'est le RSA activité, donc c'est quand on travaille, on peut avoir droit à un supplément de RSA pour nous aider à vivre. 2 tiers des personnes qui ont droit au RSA chapeau ne le demandent pas, donc ne le touchent pas. Avec le revenu de base ou le revenu universel, toutes ces personnes le toucheraient. Donc ça conduirait à réduire les inégalités de revenus sans que les gens fassent les démarches pour toucher ce revenu de base. D'autre part, ça supprime ce qu'on appelle les trappes à inactivité dans la mesure où, voilà, aujourd'hui, comme il faut faire des démarches pour toucher le revenu social, le RSA, certaines personnes à qui on propose un emploi vont le refuser en disant oui mais cet emploi il est temporaire, il va durer 1 mois ou 2, après il va falloir que je refasse des démarches pour toucher le RSA, ça se trouve les délais vont être importants, il me faudra peut-être 1 mois ou 2 de carence sans RSA, ça vaut pas le coup que j'accepte ce job donc je le refuse parce que j'ai peur de ne pas toucher mon RSA pendant 2 mois. Donc ces personnes-là vont refuser un job, alors que si on a le processus du revenu universel, ces gens-là vont accepter ce job parce qu'ils n'auront aucune démarche pour avoir touché le RSA. Le revenu de base. Je pense que je vais terminer là-dessus parce qu'il faut que je laisse un peu de place pour le deuxième intervenant. Alors j'ai pas amené de bouquins, mais il y a pas mal de bouquins qui sont sortis, je vais vous parler. Le bouquin de Baptiste Minondo, Pour un revenu sans condition, qui vient de sortir. Un bouquin beaucoup plus vieux de Jean-Marc Ferry, L'allocation universelle. L'allocation universelle, le repère de Philippe Bompard, bref. Vous pourrez me demander si vous voulez avoir plus de détails là-dessus.